développement durable de l'économie de la pêche au Maroc, y compris dans les provinces du sud du royaume. Elle aura des retombées socio-économiques positives pour ces populations, notamment en termes d'emploi et d'investissement. L'accord qui couvre la zone de pêche de Cap Spartel au nord à Cap Blanc au sud de Dakhla a été adopté après de larges consultations conduites auprès des acteurs socio-économiques et politiques qui se sont clairement prononcés en faveur de la conclusion de ce partenariat, rappelle le Conseil. La prochaine étape de la validation de cet accord se déroulera désormais à Rabat. L'accord doit être ratifié et adopté par les instances exécutives et législatives marocaines. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu à Nouakchott Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, qui lui a remis, en tant qu'envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un message écrit du souverain. Dans une déclaration à la presse, Nizar Baraka a affirmé que les deux chefs d'État ont la ferme volonté de développer les relations de coopération bilatérale pour un partenariat stratégique. La Tunisie accueille la 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le Maroc est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit. Le Conseil a tenu une réunion conjointe dédiée à l'examen des conventions relatives aux domaines sécuritaires et judiciaires, ainsi qu'aux stratégies et décisions arabes ayant trait notamment à la lutte contre le terrorisme. En Algérie, les manifestations se sont poursuivies après le dépôt de la candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour l'élection présidentielle. Un scrutin prévu le 18 avril prochain. Des manifestants se sont notamment rassemblés dans la capitale Alger. Le pays connaît un mouvement de contestation depuis le 22 février pour dénoncer l'éventualité d'un 5e mandat du président algérien. Amina Ben Khalq. Sous l'œil des caméras, le nouveau directeur de campagne de Abdelaziz Bouteflika annonce la très controversée candidature à un 5e mandat. Abdelghani Zahlan va ensuite lire une lettre du président sortant qui s'engage à organiser une élection présidentielle anticipée s'il est élu. Un message qui déclenche dans la nuit d'hier la colère de ces manifestants dans les rues d'Alger. Il a également été tourné au ridicule par les principaux quotidiens algériens parus aujourd'hui. Des unes virulentes qui mentionnent également les manifestations monstres organisées hier par les étudiants dans la capitale. Cet homme est malade, il est sur une chaise roulante. Nous nous adressons à ceux qui le poussent à se présenter. C'est à eux de se retirer du pouvoir. Cette candidature est une insulte au peuple. C'est une mafia qui est au pouvoir et on l'accepte? Non, c'est impossible. C'est au-delà du raisonnable. Les gens souffrent. Pourquoi pensez-vous que le peuple est dans la rue? Depuis le 22 février, cette vague de contestation inédite cible également l'ensemble de l'entourage du président sortant. Une indignation exprimée à travers le monde. En France, ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé ce week-end. Le problème, c'est le système. Il ne veut pas dégager. Donc, depuis l'indépendance à ce jour, ils ont pillé le pays. Et à ce moment-là, les jeunes du pays se sont réveillés et ils leur demandent de dégager. Ces manifestations populaires ont mobilisé ces dernières 48 heures des dizaines de milliers de personnes à travers l'Algérie. Parmi elles, des jeunes, mais également des corporations et des groupes professionnels qui ont manifesté à leur manière, comme les avocats ou encore les journalistes. Du jamais vu en 2 décennies dans le pays. Retour au Maroc avec cette grève menée dans le secteur de l'éducation nationale. Des enseignants titulaires de diplômes d'études supérieures réclament une promotion immédiate correspondant à leur niveau d'études. Ils se sont retrouvés aujourd'hui à Rabat pour exprimer leurs revendications devant le siège du ministère de l'Éducation nationale et aussi devant le Parlement. C'est un reportage de Maryam Amellal et Youssef Lotfi. Le récit est de Rizlan Taibi. C'est avec cet assourdissant concert de casseroles devant leur département de tutelle qu'ils veulent attirer l'attention sur leurs revendications. Ces fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale réclament leur promotion immédiate sur la base de leur diplôme et leur master. Nous voulons que la promotion soit sur la base de nos diplômes, c'est notre droit fondamental. Nous avons décidé de remplir les rues de Rabat de bruit, c'est le seul moyen de nous faire entendre. 4500 fonctionnaires sont concernés par cette situation et ils ne décolèrent pas malgré la promesse de leur département de tutelle de se pencher sur ce dossier.
Lors de la dernière réunion entre le ministre et les secrétaires généraux des syndicats de l'enseignement, il a été proposé de traiter le dossier des fonctionnaires titulaires de diplômes et de master en leur faisant passer des concours. Les résultats des concours détermineront s'ils seront promus ou pas. Les manifestants ont défilé toute la matinée du département de tutelle au Parlement. La grève se poursuivra 4 jours et pourrait même être prolongée. Cette saisie de drogue à présent dans la région de Fès. Plus d'1,5 tonne de shira a été saisie à bord de 2 véhicules sur la route de Sidi Harazm. 3 personnes ont été interpellées. Plus de détails dans ce reportage de Driss El Kouhen. Le récit est de Rizlan Taibi. Plus d'1,5 tonne de résine de cannabis, un fusil de chasse chargé de 20 cartouches, 7 rouleaux de cocaïne, des armes blanches et quelques coupures. C'est ce que la police judiciaire de Fès a trouvé lors de l'arrestation de 3 individus aux multiples antécédents judiciaires. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel de trafic international de psychotropes. C'est une opération réussie. Nous avons saisi 1 tonne 675 kg de résine de cannabis. C'est sur la base d'informations fournies par les services de la DGSN que ce coup de filet a été possible. Nous avons tendu un guet-apens aux suspects, installé des herses, mais les conducteurs ont poursuivi leur course. Nous étions obligés d'utiliser des bâtons pour arrêter les véhicules. Les mises en cause ont été placées en garde à vue sur fond de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les ramifications du réseau criminel. Direction Fnidq, où la société civile agit pour la protection du patrimoine marin. Des bénévoles organisent régulièrement des opérations de collecte de déchets sous l'eau. C'est d'ailleurs une préoccupation planétaire. La Journée mondiale de la vie sauvage a été cette année l'occasion de rappeler que plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées annuellement dans les mers du monde. Reportage Sder Benzina et Farid Reitou, le récit est de Salima Benabou. Le décor est paradisiaque, à peu de choses près. Des découvertes comme celle-ci, sur la plage de Fnidq, sont quasi systématiques pour les membres de cette association. Chaque jour ou presque, ils constatent la catastrophe. Des poissons échoués après avoir ingurgité trop de plastique. Les estomacs de quelques 300 espèces sous-marines seraient affectés. Le plastique éparpillé dans la mer représente un danger terrible pour l'ensemble de la faune marine. La pollution chimique des océans à cause de l'activité industrielle l'est aussi. Ces 2 facteurs sont à l'origine de la mort de millions d'espèces chaque année. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, il faut mettre la tête sous l'eau. L'association organise régulièrement des opérations de collecte de déchets pour protéger les espèces qui meurent en raison de la pollution sous-marine. Et à tout cela s'ajoutent les filets de pêche abandonnés, perdus ou jetés à la mer. Et eux aussi sont fabriqués en plastique. En 2017, nous avons collecté quelques 17 tonnes de déchets. En 2018, pas moins de 37 tonnes de déchets plastiques, y compris des filets de pêche, ont été ramassés. Les tortues marines sont également concernées. Nous en avons retrouvé 24 échouées sur le rivage. 150 millions de tonnes de déchets flottent sur les océans. Le chiffre pourrait doubler d'ici 2050, dépassant en nombre celui des animaux marins. Ils sont d'ailleurs 1,5 million chaque année, oiseaux, poissons, baleines, tortues, à mourir à cause du plastique jeté dans les eaux. Il est l'un des éléments clés du système de santé. Le technicien de laboratoire joue un rôle crucial pour l'établissement des diagnostics sur la base d'analyses fiables. Marrakech a accueilli le premier congrès national de la profession. Les débats portent sur les moyens de renforcer la qualité des analyses médicales dans le respect des normes internationales. C'est un reportage de Issa Sharqi et Mohamed Chahima. Mettre en avant l'importance des techniciens de laboratoire dans le secteur de la santé, tel est l'objectif de ce congrès qui a rassemblé près de 200 professionnels de la biologie médicale, le diagnostic, la prévention ou encore l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques est le principal rôle du personnel de laboratoire qui œuvre pour l'amélioration continue et la sécurisation des examens effectués.
L'ensemble du territoire marocain est représenté lors de ce congrès. Les personnes présentes sont ici pour débattre de l'amélioration de la qualité des analyses médicales. Comment effectivement on va s'assurer que la méthode avec laquelle on fait les analyses est valide? Parce que ce qui vous intéresse, vous, en tant que patient potentiel ou en tant que médecin pour après donner les médicaments, c'est que les analyses qu'on a faites soient de qualité. Le Maroc dispose de plus de 3200 techniciens de laboratoire qui tentent au quotidien de répondre aux normes internationales de qualité. L'objectif, réduire au maximum le degré d'inexactitude et d'assurer ainsi la fiabilité et la pertinence des résultats du laboratoire. Il faut savoir que le diagnostic biologique est la pierre angulaire de n'importe quel diagnostic médical. On a besoin soit des examens parasitologiques, microbiologiques, biochimiques, hématologiques. Si le technicien de laboratoire commet ne serait-ce qu'une petite erreur, cela biaiserait à la fois le résultat des analyses, le diagnostic, ainsi que le traitement prescrit aux patients. Les deux associations regroupant les techniciens biologistes du Maroc et de la Tunisie viennent de signer une convention de partenariat, une coopération qui répond à la volonté partagée des deux pays de développer des échanges dans le cadre scientifique. Les obsèques de Aziz Mohoub se sont déroulées aujourd'hui au cimetière Sidi Msaoud à Rabat après la prière d'Ad-Dohr. Ces funérailles se sont tenues en présence de ses proches ainsi que de nombreux artistes et du ministre de la Culture et de la Communication Mohamed Larj. Aziz Mohoub s'est éteint hier à l'âge de 81 ans. Il était l'une des icônes nationales du théâtre, du cinéma et de la télévision. La chaîne 2M célèbre aujourd'hui son 30e anniversaire et pour célébrer ses 30 ans, nous vous invitons tous les soirs à découvrir l'un des métiers de la télévision. Ce soir, immersion au cœur de la rédaction. La caméra a suivi nos collègues tout au long de l'élaboration des journaux télévisés, de la conférence de rédaction à la diffusion en direct, en passant par le reportage et le montage. C'est un sujet de Mohamed Isra et Youssef El Ghazi, le récit est de Samia Harissi. Premier geste de la journée pour Hamid Saadni, directeur adjoint à l'information. Visionner et passer en revue chaque détail du journal télévisé de la mi-journée avant de présider la réunion de la rédaction des éditions du soir. Comme vous venez de le voir, je viens de revisionner le journal télévisé de 12h45 avant d'entamer la réunion quotidienne pour sélectionner les sujets que nous pourrons éventuellement rediffuser, rectifier ou développer à 20h15. Place à la réunion, autour de la table, journalistes et rédacteurs en chef discutent du contenu des sujets qui vont figurer sur le conducteur des journaux télévisés du soir. Pendant ce temps, Salima Bnadbo, jeune journaliste de la rédaction francophone, est sur le terrain où elle couvre une présentation d'ouvrage. Il y a un travail de communication qui doit être fait, qui est impératif en amont et sur le terrain, aussi bien avec le caméraman qu'avec les personnes que vous êtes amenés à interviewer pour justement collecter les bonnes questions, les bonnes informations et poser la bonne question aux personnes interviewées. Après le tournage, c'est l'heure du montage. Salima se dépêche. Elle a moins de 2 heures pour monter, écrire, mixer et finaliser son sujet qui passe dans l'édition du soir. Une fois arrivé ici, il y a le visionnage qui est réalisé, il y a l'écriture du sujet et tout ça c'est soumis à la contrainte temps. On doit composer avec ça puisque le sujet est tourné le jour même, diffusé le jour même. La nuit est tombée, mais le travail se poursuit dans les locaux de la rédaction de la chaîne. C'est l'heure de diffusion du journal télévisé. Dans la régie, nous retrouvons Hamid Saadni qui accompagne chacune des étapes de la transmission de l'information jusqu'à la diffusion en direct. Samia Orozman est de retour au Maroc. L'humoriste franco-tunisienne présente pour la 3e fois à Casablanca son spectacle Femme de couleur. Dans ce spectacle, elle décrit sa vie quotidienne avec franchise et ironie. Elle aborde aussi sans détour la question de la diversité culturelle. C'est un reportage de Rita Sha et Mohamed Badawi. Je rappelle, pendant les répètes, on t'a mis des livres sur la tête. Là, on va pas pouvoir mettre de livres sur ta tête. En coulisses, à quelques minutes du show, Samia Orozman prodigue ses derniers conseils à Mimo et Ambre, deux jeunes talents de l'humour que la franco-tunisienne a choisi pour sa première partie à la Folle de Casablanca.
Il y a longtemps, j'avais eu des occasions pour faire des premières parties, mais j'étais pas prêt. Je voulais pas faire de faux pas. Et là, je me sens prêt. Sincèrement, je me sens prêt. Samia, elle fait de très bons spectacles. Je trouve que c'est cool et je suis heureuse. Je suis bien. Une fois sur scène, Ambre reprend l'un des célèbres sketchs de Samia Orosmane et fait fuser les rires dans toute la salle. J'ai rencontré un Marocain et il est trop beau. Il m'a dit qu'il était prince d'Ebn Sultan. Tout comme Mimo, qui a eu droit à une vraie standing ovation, avant de laisser place à l'humoriste tant attendu. Et là, je vais faire la regarde et je dis, madame, type de transport. Est-ce que c'est la guerre? Pendant plus d'une heure, Samia Orosmane partage avec le public sa vie avec humour et passion et quelques accents d'ici et d'ailleurs. Il y a un petit passage sur la Kazaouia. Je parle de tout le monde s'en prend plein la figure et normalement il y aura tout le monde dans la salle. Donc il risque d'y avoir un beau mélange, je pense, de toute la francophonie présente au Maroc. En fait, je sais pas écrire, moi je sais raconter des histoires. Et donc à force de regarder autour de moi, j'imite les situations ou les personnages que j'ai pu rencontrer et c'est avec ça que j'arrive à faire rire. Des hommes sur la terre. Après avoir fait le tour du monde, c'est au Maroc que l'artiste a fait escale pour jouer son spectacle Une femme de couleur, un show hilarant, agrémenté de beaux moments d'émotion que les Casablancais ne sont pas près d'oublier. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu à Nouakchott Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, qui lui a remis, en tant qu'envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un message écrit du souverain. Dans une déclaration à la presse, Nizar Baraka a affirmé que les deux chefs d'État ont la ferme volonté de développer les relations de coopération bilatérale pour un partenariat stratégique. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Khalid Mustafaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.